Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na bana Afrika baleli oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda oh ya tiers-monde oh ya libération ya pas peuple Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour mon petit tout homme doit mourir un jour mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Barka, Medi nzela na yo ya bato nyonso, Medi nzela na yo ya Lumumba, Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsoki Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda oh ya tiers-monde oh ya libération ya pas peuple Medi Ben Barka Medi Ben Barka
Mehdi Ben Baka, 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 Mehdi Ben L'histoire des deux bossus. Il se raconte dans notre village, qu'il y a très longtemps, très longtemps, vivaient dans un village lointain deux bossus. Ils aimaient la belle vie, et rien ne les empêchait de croquer la vie à belles dents. Même pas leur infirmité. Un jour, un des deux bossus tomba malade, et il ne put s'en relever. Il mourut donc. Son ami voulant lui rendre des honneurs dignes de leur amitié, resta constamment dans la famille du défunt, pour suivre tous les détails des obsèques, et ce jusqu'à l'enterrement. Il pleura toutes les larmes de son corps plus que de raison, à telle enseigne que sa propre famille s'en inquiéta. Heureusement les choses se calmèrent. Les jours passent, la vie reprend normalement. Un vieux sage du village appela secrètement le bossu vivant, et lui demanda raison de la grande complainte qu'il a manifestée aux obsèques de son ami. Il resta silencieux de longues et interminables minutes, la tête baissée. Par la suite, il leva la tête, les yeux embués de larmes. Alors, après avoir poussé un grand soupir, il dit : « J'ai suivi toutes les étapes des obsèques de mon ami, et j'ai vu comment son corps a été traité. Moi aussi, ayant la même morphologie que lui, j'ai juste compris que c'est le même sort qui me sera réservé le jour de ma mort. C'est pour cette raison que j'ai tant pleuré. Beaucoup plus pour moi que pour mon ami. » Depuis lors, cette anecdote est citée quand la situation que subit une personne a peut-être envisagée pour une autre personne B. Ici, la personne a peut-être appelé Haïti. Et la personne B Afrique noire. Question : que savez-vous de la première République noire ? Actualité. Mercredi 7 juillet 2021. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt ce mercredi matin par un commando, a annoncé le Premier ministre par intérim, Claude Joseph. L'attaque serait survenue au domicile du chef d'État à Pétionville, en périphérie de Port-au-Prince. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État, a annoncé le chef du gouvernement par voie de communiqué. L'épouse du président a été blessée dans l'attaque et hospitalisée, précise Claude Joseph. Il a appelé la population au calme et indiqué que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Retour sur l'histoire haïtienne. En 1791, les échos de la Déclaration des droits de l'homme retentissent jusqu'aux Antilles. Partout, les esclaves se soulèvent. Mais à Saint-Domingue, riche possession française, la rébellion prend des allures de révolution. Guidés par Toussaint Louverture, ces hommes et ces femmes asservis vont renverser l'ordre colonial et fonder, en 1804, la première république noire au monde. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, quelques 15 000 esclaves noirs équipés d'armes rudimentaires se soulèvent dans le nord de Saint-Domingue. Ils déferlent sur les plantations, mettent le feu aux habitations, aux granges, aux champs. Des centaines de colons français sont massacrés. En quelques heures, les riches exploitations de la perle des Antilles ne sont plus que ruines.
2 hommes ont pris la tête de la révolte. Jean-François Papillon, qui s'est proclamé général, et Georges Biassou, son lieutenant. Un 3e personnage, Toussaint Bréda, qui ne se fait pas encore appeler l'ouverture, reste dans l'ombre. Réputé pour ses talents de guérisseur, il se contente de soigner les blessés dans les rangs des insurgés. Saint-Domingue, la plus prospère des colonies françaises. Quand 2 ans plus tôt éclate à Paris la Révolution de 1789, Saint-Domingue elle ne prendra le nom des Haïti qu'à l'indépendance, sur la partie occidentale de l'île espagnole d'Hispaniola, est la plus prospère des colonies françaises. À elle seule, elle fournit les 3/4 du sucre de canne produit dans les Antilles françaises. 3 communautés cohabitent depuis un siècle sur ce territoire perdu de la mer des Caraïbes que les bateaux mettent alors plus d'1 mois à rallier depuis la métropole. En haut de l'échelle sociale, les 36 000 blancs se partagent entre grands propriétaires terriens, administrateurs, militaires et négociants. En dessous, 40 000 à 60 000 libres de couleur, les mulâtres des petits propriétaires, des boutiquiers et des artisans forment une classe moyenne qui a théoriquement les mêmes droits que les blancs, mais qui est exclue des charges publiques. En bas de cette pyramide se trouvent plus de 500 000 nègres, comme on dit alors, des esclaves achetés ou capturés en Afrique, toujours régis par le Code noir de Colbert, 1685, dans les plantations de canne à sucre, de cacao, de café et d'indigo qui font la richesse de l'île. Les plus privilégiés servent comme domestiques chez les Blancs. Enfin, une minorité d'entre eux, les Noirs libres, affranchis par leurs maîtres, jouissent, du moins en théorie, des mêmes droits que les Blancs et les mulâtres. Au sein de cette société essentiellement raciste, les Noirs n'ont pas attendu la prise de la Bastille pour avoir des velléités de révolte. En 1758, un soulèvement avait déjà été réprimé dans le sang. Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en proclamant que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, a fait souffler un vent d'espoir chez un grand nombre d'esclaves. En revanche, elle se heurte à l'hostilité des planteurs. Selon les colons, refuser l'esclavage, c'est refuser les colonies, rappelle Yves Benot dans son essai « La Révolution française et la fin des colonies », 17, 89, 17, 94, édition La Découverte. Quant aux mulâtres, ils en profitent pour revendiquer les mêmes droits civiques que les Blancs. À l'automne 1790, l'un des leurs, Vincent Auger, prend les armes et marche sur Cap-Français, le grand port de la côte nord, à la tête d'une troupe d'insurgés. Arrêté, il est condamné à mort et au supplice de la roue. À Paris, l'Assemblée nationale a du mal à affronter la question coloniale. Le problème est complexe. Comment proclamer l'égalité des hommes et des citoyens sans abolir l'esclavage? Et comment mettre fin à cette pratique barbare sans ruiner l'économie de l'île? La Société des Amis des Noirs, fondée en 1788, et les députés anti-esclavagistes, notamment Brissot, l'abbé Grégoire et Condorcet, sont partisans d'une abolition pure et simple. Leurs opposants, menés par les grands colons du club de Massiac et les représentants des grands ports français, Bordeaux, La Rochelle et Nantes, qui tirent leur richesse du commerce avec les colonies, prêchent le maintien du statu quo. Un décret de Louis XVI de l'Assemblée nationale tente d'adoucir la condition des esclaves en augmentant leur temps de repos hebdomadaire. Mais il restera lettre morte, les colons refusant de l'appliquer. La grande insurrection des esclaves éclate en août 1791. C'est dans ce contexte qu'éclate,
En août 1791, la grande insurrection des esclaves dans le nord de l'île. S'agit-il d'une révolte spontanée, dont l'étincelle aurait été la cérémonie du bois caïman, un rassemblement vaudou qui, dans la nuit du 14 août, a embrasé les plaines? S'agit-il d'un mouvement structuré? Et, dans la seconde hypothèse, la plus vraisemblable, quel rôle Toussaint Bréda a-t-il joué dans sa préparation? Toussaint Bréda, un ancien esclave. Cet ancien esclave tient son nom de l'exploitation de Bréda, au Cap, à laquelle il appartenait. Né en 1743 à Saint-Domingue d'un père originaire du royaume du Dahomey, l'actuelle République du Bénin, cet homme âgé de 48 ans, petit, chétif, qui revendique une ascendance princière, est surnommé Fatra Bâton, le contrefait ou le malingran créole. La première partie de sa vie est mal connue. D'une dévotion bigote, instruit, dit-on, par son parrain, un vieux noir libre formé par les jésuites qui lui auraient appris à lire et à écrire, il gagne rapidement la confiance du gérant Bayon de Liberta qui en fait son cocher puis l'a franchi en 1776, résume l'historien Jacques de Connat dans son livre Toussaint l'Ouverture, le grand précurseur, édition Sud-Ouest. Marié, père d'une famille nombreuse, Toussaint possède une petite plantation de café sur laquelle il fait travailler une douzaine d'esclaves. Parmi ceux-ci, un certain Jean-Jacques Dessalines qui deviendra son fidèle lieutenant. Plus de 2 siècles après ce soulèvement qui symbolise encore aujourd'hui l'émancipation des Noirs contre le pouvoir des Blancs esclavagistes, les historiens restent divisés sur le personnage. Jacques de Cunha, dans l'ouvrage cité plus haut, présente le Napoléon noir comme l'instigateur de la rébellion. Pierre Pluchon, dans son livre Toussaint l'Ouverture, édition Fayard, dessine le portrait d'un affranchi attaché à ses privilèges qui se serait rallié à la cause de ses frères noirs davantage par opportunisme, pour préserver ses intérêts, que par conviction politique. Difficile de trancher tant la personnalité de cet homme, confondue avec sa légende le nègre vengeur du Nouveau Monde annoncé par l'écrivain des Lumières Louis-Sébastien Mercier, 17, 40, 18, 14, ou le Spartacus noir que Diderot appelait de Sèvres reste difficile à cerner. La République est proclamée le 21 septembre 1792. Au lendemain de l'insurrection, les Noirs ont pris le contrôle des campagnes, tandis que les Blancs et les mulâtres se sont réfugiés dans les villes. La colonie est au bord de la guerre civile. L'Assemblée législative, que les nouvelles en provenance de l'île inquiètent, envoie 3 commissaires, dont Léger félicité son tenax, un avocat anti-esclavagiste convaincu, avec pour mission d'y rétablir l'ordre. La proclamation de la République, le 21 septembre 1792, puis l'exécution de Louis XVI, en janvier 1793, change la donne. Sympathisants monarchistes, les meneurs de l'insurrection de 1791, Jean-François Papillon et Georges Biassou, se réfugient dans la partie espagnole de Saint-Domingue avec 3000 à 4000 Noirs. Ils sont couverts d'honneurs et de titres pompeux par les Espagnols qui, voyant là une opportunité de mettre les Français en difficulté, ont soutenu en sous-main leur soulèvement. Toussaint Bréda, devenu l'adjoint de Biassou, est nommé colonel, puis lieutenant général. Il troque alors son nom de Bréda contre celui de l'Ouverture qui, selon l'explication la plus répandue, ferait référence à sa faculté d'ouvrir des brèches dans les rangs de ses adversaires. Le médecin des insurgés révèle d'étonnantes qualités militaires. Il organise et discipline l'armée noire qui grossit avec l'arrivée continuelle d'esclaves en fuite.
il ne perd pas pour autant de vue l'évolution de la situation dans la partie française de l'île. Le 29 août 1793, Sontonax, dans l'espoir de rallier les Noirs à la République, crée la surprise en proclamant l'abolition de l'esclavage dans la colonie. La mesure provoque l'hostilité d'une majorité de Blancs et de mulâtres sans faire pour autant l'unanimité chez les Noirs, dont beaucoup redoutent que cette liberté théorique ne se transforme en travail forcé. Toussaint Louverture, dont les relations avec Biassou et les autorités espagnoles se sont dégradées, comprend-il qu'il a une carte à jouer? Le 15 mai 1794, accompagné de ses principaux lieutenants, dont Dessalines, son ancien esclave, le chef noir annonce son ralliement à la République. Il rentre à Saint-Domingue à la tête d'une troupe de 4000 hommes. Toussaint Louverture est nommé commandant en chef de l'île. L'île est en proie au chaos. Les mulâtres règnent principalement dans le sud, les Noirs dans le nord et le nord-ouest, tandis que les Anglais, avec l'appui de certains colons, occupent plusieurs ports du sud-ouest, dont Port Républicain, l'ancien Port-au-Prince. Sontonax n'a d'autre alternative que d'en appeler à Toussaint Louverture et à ses soldats pour maintenir un semblant d'ordre. En récompense de quoi l'ancien esclave de Bréda est promu général de brigade, le premier noir à porter ce grade dans l'armée française. En apparence, il joue le jeu et aide la République à lutter contre les revendications autonomistes des colons et des mulâtres. Mais derrière ces protestations de loyauté, il ne poursuit dorénavant qu'un but, libérer son peuple de la servitude et lui donner les pouvoirs qui appartenaient jusqu'alors aux Blancs. En mai 1797, Sontonax, dont il est le dernier soutien, le nomme commandant en chef de l'île. Cet émissaire du Directoire incarne les dilemmes de la République française confrontée à la problématique coloniale, la conciliation des enjeux économiques et des principes moraux, du particularisme local et de l'universalisme révolutionnaire, du réalisme pragmatique et de l'idéalisme angélique. Fin politique, Toussaint Louverture a compris que le rapport de force joue en faveur des Noirs. Ayant écarté ses principaux rivaux, il nomme au poste clé de l'armée noire d'anciens esclaves qu'il s'attache en leur attribuant généreusement les plantations confisquées aux colons. Tout en affichant une soumission de façade vis-à-vis de la métropole, il négocie en secret des accords commerciaux avec les Anglais et les Américains. Et il contraint Sontonax, qui n'a plus aucune autorité, à quitter l'île. Avec le départ de l'avocat jacobin, le pouvoir échappe définitivement aux Blancs. Son remplaçant, le général d'Hédouville, débarque en mars 1798 à Saint-Domingue avec 150 soldats, une troupe dérisoire face aux milliers d'hommes de l'armée noire. Toussaint Louverture, à la fois pyromane et pompier, provoquant sous main des soulèvements qu'il réprime dans le sang à seule fin de faire étalage de sa force. Hédouville, conscient de son impuissance, reprend le bateau pour la métropole au bout de 6 mois. Après avoir maté les dernières troupes mulâtres qui lui résistent dans le sud, Toussaint Louverture, en 1800, devient le seul maître de l'île. Vivant comme un satrape, entouré d'un faste et d'une étiquette copiée sur ceux de l'Ancien Régime, et protégé par une garde nationale qui lui est toute dévouée, l'ancien esclave se conduit en chef d'État et ne cache plus son ambition, faire de Saint-Domingue une colonie noire et autonome. Le programme économique du Spartacus antillais, paradoxalement, très réactionnaire. Pour relancer une agriculture en ruine de 1788 à 1800, la production annuelle de sucre brut s'est effondrée, passant de 93 à 18 millions de livres,
Il s'appuie sur les colons blancs restés sur l'île et rappelle les émigrés qui avaient fui la Révolution. Quant aux Noirs des plantations, leurs craintes se voient confirmées, il leur impose les règlements de culture, un travail forcé à peine déguisé, sorte de caporalisme agraire, ainsi que l'écrit l'historien Jacques de Connat, qu'ils ressentent comme une forme de rétablissement de l'esclavage. Passant outre les mises en garde de Paris, Toussaint Louverture envahit, en mars 1801, la partie espagnole de l'île. Bonaparte, premier consul depuis le coup d'État du 19 Brumaire, 9 novembre 1799, qui vient de signer la paix avec l'Espagne, apprécie peu cette initiative. Quelques mois plus tard, le commandant en chef de l'île franchit un pas supplémentaire dans l'insubordination, il envoie à Bonaparte un projet de constitution, au nom de la colonie française de Saint-Domingue, aux accents ouvertement autonomistes, qui fait de lui le gouverneur à vie de l'île, avec le droit de nommer son successeur. Le premier consul, qui a plus que jamais besoin de Saint-Domingue pour des raisons économiques, relancer le commerce, est stratégique, contrer l'influence des Anglais dans la mer des Caraïbes, réagit en envoyant un corps expéditionnaire de 20 000 hommes commandé par son beau-frère, le général Leclerc. La politique de la terre brûlée. À l'approche de la flotte française, en janvier 1802, les troupes de Toussaint Louverture pratiquent la politique de la terre brûlée. Les principaux ports sont incendiés. À nouveau, des Blancs sont massacrés. En 3 mois, leurs pertes sont considérables, 5 000 morts dans les combats et 5 000 malades dans les hôpitaux, rapporte Jacques de Connat. Mais en dépit de ces 30 000 soldats, le général Noir, dépassé par la puissance de l'armée française et abandonné par ses principaux lieutenants, doit se soumettre. Il est arrêté le 7 juin. Dépouillé de son uniforme, celui qui exaspérait Bonaparte en commençant ses courriers par la formule du premier des Noirs au premier des Blancs est embarqué sur un navire, le Héros, à destination de Brest. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses, aurait-il déclaré en quittant l'île. En dépit de ses demandes répétées, il ne rencontrera jamais le premier des Blancs. Toussaint Louverture, le Napoléon noir, mourra le 7 avril 1803 dans le sinistre et glacial fort de Joux, au cœur du Jura, où Bonaparte l'a fait enfermer sans procès. Bonaparte rétablit l'esclavage. À la nouvelle du rétablissement de l'esclavage décrété par Bonaparte le 20 mai 1802, les Noirs de Saint-Domingue se liguent à nouveau contre le corps expéditionnaire. Les combats sont féroces, les massacres, de part et d'autre, impitoyables. Les troupes républicaines sont décimées par la fièvre jaune qui emporte leur chef, le général Leclerc. Son successeur, le général de Rochambeau, ne parvient pas, en dépit d'un renfort de 10 000 hommes, à inverser le cours de l'histoire. Assiégés dans le fort de Vertières par l'armée de Dessalines, les Français sont contraints de capituler. Le bilan est terrible. Au total, la révolution de Saint-Domingue a coûté la vie à des dizaines de milliers de métropolitains, soldats, colons et fonctionnaires, et à plus de 200 000 Noirs et mulâtres. Le 1er janvier 1804, 8 mois après la mort de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines proclame la République et l'indépendance de la colonie qu'il baptise Haïti, du nom que lui avaient donné ses premiers habitants amérindiens. Il mourra assassiné l'année suivante, alors qu'il s'était fait proclamer empereur sous le nom de Jacques Ier. En 1816, Napoléon, prisonnier des Anglais,
reconnaîtra son erreur à propos de Saint-Domingue et déplorera avoir cédé aux criailleries des colons. C'était une grande faute que de vouloir la soumettre par la force, je devais me contenter de la gouverner par Toussaint, confiera-t-il à Emmanuel de Lacaze, l'auteur du mémorial de Sainte-Hélène. Un siècle et demi plus tard, l'homme politique et écrivain martiniquais Aimé Césaire, dans son livre Toussaint l'ouverture, la Révolution française et le problème colonial, édition Présence africaine, 2000, rend hommage au père fondateur de cette première république noire du monde. On lui avait légué des bandes, il en avait fait une armée. On lui avait laissé une jacquerie. Il en avait fait une révolution, une population, il en avait fait un peuple, une colonie, il en avait fait un État, mieux, une nation. Haïti, le poids d'une dette vieille de 200 ans. François Hollande a donné de faux espoirs aux Haïtiens lorsqu'il a évoqué, dans un discours le 10 mai 2015, la dette qu'il acquittera à l'égard d'Haïti. Beaucoup ont compris qu'il s'agissait des 150 millions de francs or versés par Haïti en 1825 pour obtenir son indépendance. Mais le président n'a parlé que de dette morale. Retour sur l'origine de cette dette. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance, obtenue après une longue guerre. Jusque dans les années 50, le premier État noir de l'histoire moderne a remboursé à la France, ex-puissance coloniale, une dette qui équivaudrait à 17 milliards d'euros d'aujourd'hui. Cette dette a considérablement entravé le développement de l'un des pays les plus pauvres du monde. Le 17 février 2010, Nicolas Sarkozy est le premier chef d'État français à se rendre en visite à Haïti depuis l'indépendance. Notre présence ici n'a pas laissé que de bons souvenirs, déclare-t-il alors. Les blessures de la colonisation et, peut-être pire encore, les conditions de la séparation ont laissé des traces qui sont encore vives dans la mémoire des Haïtiens, poursuit-il. Double dette. La France a du mal à accepter la perte de celle qu'on appelle la colonie la plus riche du monde. Des négociations commencent entre les deux parties pour tenter de trouver une issue. Elles traînent en longueur. En 1825, le roi Charles X concède son indépendance à Haïti en échange d'une indemnité de dédommagement de 150 millions de francs or. Cette somme représente l'équivalent d'une année de revenus de la colonie aux alentours de la Révolution, soit 15% du budget annuel de la France, rapporte l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert. Pour contraindre Haïti à signer l'accord, la France impose un blocus maritime. Pour payer, le nouvel État doit donc emprunter des sommes considérables sur la place de Paris. Il lui faut donc acquitter ce que certains historiens ont appelé la double dette de l'indépendance, l'indemnité et les intérêts des emprunts. Dans le même temps, les recettes de l'ancienne perle des Antilles, ravagées par des années de guerre et de blocus, fondent. Le cours du café, sa principale ressource, a considérablement baissé. Dans le même temps, par crainte des Français, les autorités insulaires investissent beaucoup dans des constructions militaires. Dans ce contexte, Haïti est dans l'incapacité de payer. Un accord n'est trouvé avec la France qu'en 1838. Le roi Louis-Philippe accepte de réduire l'indemnité à 90 millions, somme qui équivaudrait à 17 milliards d'euros d'aujourd'hui. Pour la régler, le nouvel État doit lever de lourds impôts. La dette est soldée en 1883. Mais l'ancienne colonie ne finira de payer les agios de l'emprunt qu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. L'incurie, la corruption et l'incompétence des Haïtiens eux-mêmes y sont certainement pour beaucoup.
La mainmise des Américains au début du XXe siècle a achevé la dérive de ce petit pays. Mais le versement de la dette de l'indépendance à la France et l'emprunt ainsi contracté y ont aussi contribué, analyse Louis-Philippe d'Alembert. Conclusion. La République haïtienne a 217 années d'indépendance. À l'occasion de la 200e année d'indépendance en 2004, Jean-Bertrand Aristide, président de la République en exercice, à cette date, a été renversé par un coup d'État orchestré de l'extérieur, selon le témoignage de la victime, contraint à l'exil en Afrique, avec menace de non-retour en Haïti. En 217 années d'indépendance, retenons qu'avec un PIB par tête de $697 en 2021, Haïti s'arroge la 15e place du classement des nations les plus pauvres du monde. Le produit intérieur brut haïtien s'élève désormais à 8,1 milliards de dollars. Pendant ce temps, l'Afrique francophone, avec seulement une soixantaine d'années d'indépendance, montre des signes d'essoufflement, alors qu'elle n'a pas encore engagé une véritable lutte contre la pauvreté, devenue un facteur de déshumanisation d'une partie importante de la population, noire en particulier. Afrique, ton chemin est encore long. Le combat est encore rude. Tes ennemis endogènes, aussi bien qu'exogènes, ne t'ont jamais fait, et ne te feront jamais de cadeaux. Juste regarde ta sœur aînée, la première République noire. Alors la balle est dans ton camp. Courage. 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 Après un long périple qui, de Port-au-Prince, l'a mené à Bangui, puis en Jamaïque, c'est finalement ici, à Pretoria, que Jean-Bertrand Aristide a été accueilli en chef d'État avec toute sa famille, tant par la République d'Afrique du Sud que par les 53 pays membres de l'Union africaine. S'il a bien été renversé par un coup d'État en Haïti le 29 février 2004, son mandat ne prend effectivement fin que le 7 février 2006 et des pourparlers sont en cours tant avec Port-au-Prince qu'avec l'ONU. Sous haute protection des services de sécurité sud-africains et accompagné de son épouse Mildred, Jean-Bertrand Aristide a bien voulu nous recevoir et accepter de répondre à toutes nos questions. Monsieur Jean-Bertrand Aristide, est-il exact que des émissaires français soient venus vous demander de démissionner plusieurs semaines avant votre départ d'Haïti? C'est connu, je ne fais que le redire. Monsieur Régis Debré, il était accompagné de Madame Véronique de Villepin. C'était ces deux personnalités françaises qui étaient venues au Palais national pour me le demander. Donc c'est connu. Les menaces n'étaient pas dissimulées, c'était clair et direct. Comme nous sommes un bon haïtien, respectueux, mais exigeant notre respect, nous leur avions répondu avec beaucoup de respect et de dignité. Mais les menaces étaient claires et directes. Ou vous démissionnez, ou vous pouvez être abattu. Madame Véronique Albanel, la sœur de Monsieur Dominique de Villepin, à l'époque ministre des Affaires étrangères, et Monsieur Régis Debré, vous ont vraiment tenu de tels propos? Les deux. Le prédécesseur de l'ambassadeur avait bien dit qu'il y aurait une tempête en Haïti. Son successeur n'a fait que suivre la trace du prédécesseur. Et en ce sens, on sentait venir cette tempête. Donc il a joué son rôle dans la ligne de la tempête. Je suis vivant, mais ce n'était pas leur objectif. Car tout ce qui s'est passé n'ont fait que prouver que le pire aurait pu arriver. Vous avez dit avoir été victime d'un enlèvement. Que s'est-il passé exactement? J'ai détaillé cette nuit macabre, les histoires de cette nuit à travers un livre qui est déjà rédigé. Il s'agit de le publier et au moment opportun, il sera publié
et les lecteurs prendront connaissance de ce qui s'est passé, comment ça s'était passé lors de cette nuit que j'aurais pas aimé revoir. Donc oui, ce fut un enlèvement. En ce qui concerne les détails, ça va être publié et tout un chacun l'aura sous les yeux. On a dit que les rebelles n'étaient en fait qu'une poignée de mercenaires. Il n'y avait pas de rébellion, il y avait quelque chose de construit. L'argent a financé un enlèvement précédé de désinformation, de meurtre, d'assassinat systématique. Après l'enlèvement, la désinformation se poursuit. Si aujourd'hui encore, un an après l'enlèvement, on voit le peuple haïtien dans son ensemble pacifiquement exigeant notre retour, ça prouve une fidélité. Pas fidélité à ma personne, mais fidélité à la personne qu'ils avaient élue. Quelle est votre réaction lorsque la presse vous accuse d'être un trafiquant de drogue, un délinquant, voire un criminel? C'est absolument faux. On est habitué à ces genres de manœuvres où les coupables brandissent le mensonge systématique pour essayer de se cacher comme si un arbre pouvait cacher une forêt. Donc nous le savions, nous le savons, ça ne nous dérange pas, car c'est faux. C'est avec la peine au cœur que nous suivons ce qui se passe chez nous en Haïti. Chaque jour, des gens sont assassinés, d'autres sont emprisonnés, d'autres dans le maquis ou en exil. Selon certaines organisations qui défendent les droits de la personne, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un génocide. Pour plus d'un, il y aurait environ 10 000 personnes déjà assassinées en moins d'1 an. Chaque fois que des troubles ou que des manifestations ont lieu en Haïti, on dit que c'est vous qui tirez les ficelles. C'est absolument faux. Le même langage pacifique que nous avions eu avant les élections de l'année 2000, après les élections, avant l'enlèvement du 29 février dernier et après l'enlèvement, c'est ce même langage que nous tenons au jour le jour. C'est un langage pacifique qui se réfère à une mobilisation pacifique pour que les droits de la personne soient respectés. Certainement, le bicentenaire a fait peur, malgré nos efforts pour rassurer tout un chacun qu'il ne s'agit pas de vengeance, car nous sommes contre la vengeance, qu'il ne saurait être question de violence, car nous avons été toujours contre la violence. Il fallait célébrer la liberté comme valeur universelle. Malgré tout, de leur côté, on n'a pas vu ni la bonne foi, ni la volonté politique, ni un effort de compréhension. 200 ans après, la France a envoyé des soldats en Haïti. Comme Napoléon en 1802 a voulu rétablir l'esclavage, aujourd'hui, c'est comme si c'était le rétablissement du néocolonialisme. Mais ça ne tient pas debout. C'est de la politique pathologique et c'est de la pathologie politique en même temps. Ça ne tient pas debout. Car la dimension irréversible, à savoir cette volonté collective qui anime le peuple haïtien, nous avions été libres en 1804, nous tenons à rester libres. Vous voulez nous remettre les chaînes aux pieds, peut-être parce que vous l'avez au cerveau. Nous autres, nous ne l'avons pas au cerveau et nous ne l'aurons pas aux pieds. Vous pouvez nous tuer, mais nous n'allons pas nous mettre à genoux comme si c'était des esclaves qui acceptent l'esclavage. Derrière tout ça, voyez-vous une volonté larvée de mettre Haïti sous tutelle? Ils l'ont dit, ils ne l'ont pas caché. Même quand j'ai beau essayer de leur faire comprendre que c'était anachronique un tel projet et que ça ne pouvait pas tenir sous le poids de la rigueur de pensée, ils ont voulu avancer. Parce que parfois, quand on est raciste, on pense que le nègre ne peut pas voir plus loin que le blanc. Et en ce sens-là, on se trompe. On se trompe. On leur avait fait voir la vérité au fil du temps. Ils sont capables de le voir s'ils deviennent raisonnables, mais ils n'ont pas voulu le voir. Quels sont ceux qui vous soutiennent aujourd'hui? Les États de la Caraïbe ne reconnaissent pas le gouvernement de facto qui a été imposé malgré la volonté et la souveraineté populaire, malgré le vote démocratique du peuple haïtien. Deuxièmement, à côté de ce bloc caraïbéen, il y a les 53 États de l'Afrique.
ces 53 États, ayant répondu positivement à la demande formulée par la CARICOM pour nous accueillir ici, ont exprimé une position nette et claire. Ils sont du côté de la démocratie, ils sont du côté du respect de la souveraineté populaire exprimée par les votes du peuple haïtien. Donc, il n'y a pas que le peuple haïtien, il n'y a pas que les pays de la CARICOM, il y a les pays africains. Allons-nous dire que non, ce n'est qu'un continent. Dans ce cas-là, ça aurait été une réaction raciste. Il faudrait peut-être dire, c'est le continent noir, c'est le continent des nègres, pour ainsi laisser voir le racisme plus clairement. Serez-vous à nouveau candidat à l'élection présidentielle en Haïti? La Constitution est claire là-dessus. Selon la Constitution de la République d'Haïti, un président a un mandat de 5 ans. Puis, vous vous retirez. Je l'ai fait en 1996, je me suis retiré démocratiquement. Ensuite, vous pouvez revenir. Je suis revenu démocratiquement en l'an 2000. Donc, je finis mon mandat cette année, en 2005, par des élections pour passer la responsabilité le 7 février 2006 au prochain élu dans des élections libres, honnêtes, démocratiques. Malheureusement, je me suis retrouvé en exil depuis 1 an environ, même quand ici, j'en profite pour remercier la République sud-africaine car ils nous ont accueillis en invités d'honneur, pas comme exilés. C'est leur contribution aux Nations Unies qui devrait travailler pour la paix et la restauration de l'ordre démocratique. Au moment opportun, je serai en Haïti dans le cadre de cet accord. Mais est-ce qu'il y aura des élections présidentielles demain matin où je me présenterai? Non. Si on reste dans la ligne constitutionnelle, je suis le président de la République d'Haïti, même si je ne suis pas en Haïti. Je termine mon mandat. Je souhaite que je sois chez moi avant longtemps dans un cadre d'accord négocié ou dans un cadre de dialogue pour qu'ainsi ait lieu d'élections libres, honnêtes, démocratiques, telles que prévues par la Constitution. Kude, 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 kude,